Bonjour à tous et bienvenue à Débat de presse, une émission qui permet de commenter, d'analyser et de décrypter l'actualité de la semaine avec des confrères de la presse nationale. L'émission de ce dimanche 17 décembre 2016 est entièrement consacrée aux attaques terroristes au Burkina Faso. L'hôtel Splendide et le café Cappuccino, deux établissements très fréquentés par des expatriés, ont été la cible d'attaques terroristes dans la nuit du vendredi 15 décembre. Le bilan officiel fait état de 29 morts, dont 3 terroristes. On compte également une trentaine de blessés. Le même jour, une patrouille de la gendarmerie nationale a été attaquée à Tinabao, dans l'extrême nord du pays. Un gendarme et un civil ont été tués lors de cette attaque. On note également l'enlèvement d'un couple d'Australiens à Djibo, dans le Soum. Cette série d'attaques terroristes perpétrées au Burkina Faso a ébranlé tous les Burkinabés. Pour parler de cette actualité, je suis en compagnie de 4 invités. Il s'agit de Ismaël Ouedraogo de Ouaga FM. Bonjour Ismaël. Bonjour Sayon. Sur ce plateau, Samuel Somda du journal en ligne Le Faso.net. Bonjour Samuel. Bonjour. Également avec nous, Drissa Traoré de l'hebdomadaire L'Opinion. Bonjour Traoré. Bonjour Samuel. Et enfin, Parfait Silga du quotidien Notre Temps. Bonjour Parfait. Bonjour Samuel. Merci à tous d'avoir accepté notre invitation. Alors, Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, a été la cible d'attaques terroristes le vendredi 15 janvier 2016. Alors, le bilan, je le disais tantôt, fait état de 29 morts, dont 3 terroristes. Alors, chers confrères, est-ce que, première question, vous avez été surpris par cette attaque en pleine capitale du Burkina Faso? Ismaël. Surpris, d'abord je commencerai mon intervention tout en rendant d'abord un hommage à toutes les victimes, toutes les personnes qui sont tombées, qui ne méritaient pas de mourir pour des personnes, je dirais, sans scrupules. C'est barbare, il faut dire tout simplement que jusqu'à preuve de contraire, je me demande comment est-ce qu'on peut s'attaquer à des innocents de cette manière-là. Très souvent, on le dit, on le répète, il est assez difficile de lutter contre des gens qui sont prêts à mourir pour se faire plaisir. Alors, vous posez la question de savoir aujourd'hui, est-ce qu'il fallait s'y attendre? Est-ce qu'on est surpris par l'attaque de la capitale burkinabé? Surpris, mais pas surpris, parce que vous savez déjà que le Burkina Faso, ce n'est pas la première fois que notre pays est victime d'une attaque terroriste. On se rappelle déjà ce qui s'est passé à Samourouguan, où on avait 3 gendarmes qui avaient été tués. À Tambao, ce n'est pas la première fois. Vous avez cité également le cas de Tinakov dans la zone où ce n'est pas la première fois non plus que le Burkina Faso est victime d'une attaque. On n'oublie pas non plus l'engagement militaire du Burkina Faso du côté du Mali. On se rappelle que l'année dernière, il y a 7 cercueils qui sont arrivés au Burkina Faso où on avait des soldats qui avaient été tués. Ces multiples attaques, disons tout simplement, étaient des alertes qui étaient données à la population burkinabé sur les menaces réelles qui planaient sur notre territoire et qu'il urgeait de prendre les dispositions nécessaires. C'est vrai aussi qu'on n'oublie pas non plus de rappeler la récente histoire du Burkina Faso, qui est le fait que, avec beaucoup d'amertume, on le rappelle aujourd'hui, et ça fait mal au cœur, c'est de savoir qu'en son temps, on a eu des dirigeants qui se paradaient dans des zones incontrôlées. On va en revenir peut-être. D'accord, okay, donc on reviendra là-dessus tout à l'heure. Oui, moi je dirais que nous n'avons pas affiché un quelconque message de surprise parce que les choses étaient tellement évidentes à mon avis que d'une part, il y a le djihadisme qui n'est pas un phénomène nouveau. L'Afrique de l'Ouest a commencé par la zone nord du Mali, qui nous concerne pratiquement, le Burkina Faso, est occupé par des djihadistes. Plusieurs groupes djihadistes y pilulent comme des... Enfin, je n'ai pas fait de comparaison, mais toujours est-il que la menace est là à nos portes depuis très longtemps. Et beaucoup d'acteurs ont attiré l'attention de tous ceux-là qui sont en charge de la question sécuritaire. Beaucoup ont attiré leur attention sur ce phénomène-là. Il faut prendre les dispositions. Pour revenir un peu à cette comptabilité que j'allais appeler, enfin, j'allais qualifier de macabre, ce n'est pas la première fois au Burkina Faso. Vous rappelez-vous, en avril 2015, Ismaël avait commencé le décompte. Il y a eu la question de Tambao, qui a connu un gendarme blessé avec l'enlèvement du Roumain. Il y a eu ensuite, en août de la même année 2015, l'attaque de la gendarmerie de Oursi. Là-bas également, il y a eu malheureusement un gendarme tué. Troisième phénomène, toujours en 2015, à Samourouguan, dont Ismaël parlait tantôt. Il y a eu 3 gendarmes tués, un civil également.
Et maintenant, c'est en plein cœur de la capitale que le phénomène s'est produit, avec des conséquences malheureusement dommageables pour la population. Et moi, je dirais, depuis que l'année 2015 a commencé, ça fait déjà la quatrième attaque officielle. Il n'y a pas été surpris de quoi que ce soit, d'autant que le phénomène n'est pas nouveau. D'accord. Oui, parfait. Oui, c'est vrai qu'on peut dire avec les autres confrères qu'on n'est pas surpris, mais avouons qu'une telle attaque quand même, a quand même surpris. Tout le monde a mis, tout le monde a été pris de court par une attaque d'une telle violence en plein cœur de Ouaga. Parce qu'en réalité, le plus souvent au Burkina Faso, quand c'est au nord, quand c'est un peu en profondeur, bon, oui, il y a une mobilisation. Mais là, je ne pense pas que les Burkinabés s'attendaient à ce que la capitale soit frappée, en tout cas en plein cœur. Donc, oui, il y avait des signes avant-coureurs, mais un tel niveau d'attaque, un tel niveau de menace, un tel niveau où véritablement toute la nation se dit maintenant que nous sommes véritablement touchés, je ne pense pas qu'on aurait pu s'attendre à cela. Sauf bien sûr que nous sommes dans un environnement sous-régional. Et ça, il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire qu'après ce qui s'est passé au Mali, normalement, tous les autres pays de la sous-région doivent s'attendre à cela. Donc, je pense que peut-être que la situation qui est arrivée au Burkina va servir de leçon aux autres pays. Je pense à la Côte d'Ivoire, au Niger et autres. Donc, c'est vrai, on n'est pas surpris, mais à un tel niveau, je pense que les gens se disaient. D'accord, oui. Traoré, oui. Je suis vraiment en phase avec sa conclusion. Mais il faut dire que la première alerte, selon moi, relève de 2013. Parce que, bon, il y a eu un fait assez indicateur que certainement les services de renseignement ont tenté d'étouffer. Le 26 avril 2013, lors de la journée du paysan, il y a eu un enlèvement djihadiste. Et je crois que le seul média qui avait relié en son temps, c'était le courrier confidentiel. Excusez-moi de le citer, c'était le courrier confidentiel. Et cet enlèvement a eu lieu dans les parages, dans le périmètre sucré de Banfora. En son temps, on a eu écho, je pense que ce n'est pas comment le courrier confidentiel a eu l'information, mais toujours est-il que les services de renseignement ont tenté d'étouffer l'affaire. Il paraît qu'on a enlevé un jeune homme à une quinzaine de kilomètres de Banfora au niveau des cascades et on l'a mené sur des collines pour essayer de le cuisiner, pour prendre un peu de renseignements, comment le cortège allait passer, etc. etc. Je crois que le cortège présidentiel était déjà passé un truc comme ça. Toujours est-il que, mais ce cortège est passé par surprise, parce que le temps donné, je crois que le président a dû aller beaucoup plus tôt. Mais toujours est-il que c'était une alerte très forte, mais que... Bon, je ne sais pas pourquoi depuis 2013 du moins, donc il y avait vraiment des signes avant-coureurs et jusqu'à ce que nous soyons réellement attaqués en plein cœur de la capitale. D'accord. Alors, le président du Faso était hier sur les lieux, après donc les opérations, l'assaut lancé contre les djihadistes qui s'étaient retranchés à l'hôtel Splendide. Le président du Faso est parti sur le terrain pour s'enquérir de la situation. Alors, un conseil des ministres extraordinaire a été tenu hier également. Le président du Faso s'est adressé à la nation donc tout entière. Un mot que je vous invite à écouter avant de poursuivre cette émission. Burkina Faso, concitoyennes et concitoyens. Hier, 15 janvier 2016, pour la première fois de son histoire, notre pays a été victime d'une série d'attaques terroristes, barbares, ignobles, d'une ampleur sans précédent et d'une lâcheté inouïe. D'abord, dans l'après-midi, dans le secteur du Nabao, dans la province de l'Oudala, un convoi officiel de la gendarmerie nationale a été attaqué, faisant 2 morts
et 2 blessés, dont un dans un état critique. Ensuite, dans la soirée à Ouagadougou, à l'hôtel Splendide, à l'hôtel Yibi et au café Cappuccino, une attaque armée suivie d'une prise d'otage a occasionné, selon un bilan provisoire, 28 morts, une cinquantaine de blessés civils, 4 blessés parmi les forces de défense et de sécurité, dont un militaire français, 2 policiers et militaires burkinabés. 3 terroristes tués pour le moment, le ratissage étant toujours en cours. 156 otages libérés. Enfin, toujours dans la nuit du 15 au 16 janvier, le docteur Kenneth Arthur Elliott et son épouse Jocelyne, de nationalité australienne, installés à Guibo depuis 1972 et responsables de la clinique Elliott dans cette localité, ont été enlevés. Une alerte générale a été donnée aux forces de défense et de sécurité dans la zone pour les retrouver et capturer les auteurs de cet enlèvement. Au nom du peuple burkinabé, du gouvernement, à mon nom personnel, j'adresse mes condoléances aux familles éplorées victimes de ces actes terroristes. Tous mes vœux de prompt rétablissement accompagnent les personnes blessées. Je tiens à saluer le professionnalisme et la solidarité entre les forces de défense et de sécurité burkinabé et les forces spéciales françaises et américaines qui ont permis de lancer et de conduire avec succès l'offensive contre ces terroristes. Peuple du Burkina Faso, concitoyennes et concitoyens, cet acte criminel d'une rare barbarie perpétrée contre d'innocentes personnes et que l'organisation criminelle d'Al-Qaïda au Maghreb islamique vient de revendiquer, vise à déstabiliser notre pays et ses institutions républicaines et à saper les efforts de construction d'une nation démocratique, paisible et prospère. Or, c'est pour reconquérir, préserver et consolider ces valeurs de démocratie, d'état de droit, de justice, de liberté et de progrès que notre peuple insurgé s'est battu depuis les 30 et 31 octobre 2014 et lors du coup d'État du 16 et 17 septembre 2015 jusqu'au succès des élections couplées présidentielles et législatives du 29 novembre 2015, marquant le retour à une vie constitutionnelle normale au Burkina Faso. Aujourd'hui encore, face à ces terroristes et à leurs actes ignobles, nous devons nous mobiliser pour apporter la riposte appropriée afin de les mettre hors d'état de nuire. Ma conviction établie que dans l'unité et la cohésion nationale, nous sortirons victorieux de cette guerre qu'ils imposent à notre peuple ainsi qu'à tous les autres peuples du monde épris de paix et de liberté. D'ores et déjà, le gouvernement a reçu les instructions pour prendre les mesures qu'exigent les circonstances en vue de renforcer la sécurité de nos institutions, de nos lieux sensibles et publics, ainsi que celle de nos frontières et des entrées de nos grandes villes. Nous devons les mettre en œuvre dans la rigueur et la discipline, parce que désormais, la lutte antiterroriste fait partie de notre quotidien. Peuple du Burkina Faso, concitoyennes et concitoyens, lors de mon discours d'investiture le 29 décembre dernier, je rappelais notamment, je cite, « Au moment où j'accède à la plus haute charge de l'État, la situation sécuritaire dans le monde en général et dans la sous-région ouest africaine en particulier est préoccupante en raison de l'ampleur des menaces et actions terroristes. C'est pourquoi nous devons mutualiser nos moyens de défense, nos informations entre nos pays et de concert avec tous les autres pays qui luttent contre le terrorisme dans le monde pour présenter un front uni contre ces fléaux qui menacent l'existence même de nos États. » Fin de citation. Devant ce lourd bilan humain que ces forces du mal ont infligé à notre peuple et à ses amis d'autres pays en visite au Burkina Faso, la nation burkinabé reste sous le choc. Aussi, ai-je décidé qu'à compter du dimanche 17 janvier 2016,
Un deuil national de 3 jours sera observé sur l'ensemble du territoire national et dans toutes les représentations diplomatiques et consulaires du Burkina Faso à l'étranger. Peuple du Burkina Faso, concitoyennes et concitoyens, en ces moments difficiles pour la nation, je vous invite à rester déterminés, parce que notre engagement commun pour un Burkina démocratique et prospère est plus fort que jamais. Aussi voudrais-je inviter les populations à la vigilance et à la franche collaboration avec les forces de défense et de sécurité pour dénoncer toute personne ou toute situation suspecte dans les meilleurs délais. Unis et déterminés contre le terrorisme et contre toutes les forces du mal dirigées contre notre pays, le peuple burkinabé restera toujours victorieux. Vive le peuple burkinabé, vive la solidarité nationale et internationale, que Dieu bénisse le Burkina Faso, je vous remercie. Voilà, retour sur ce plateau, chers confrères. Vous avez écouté avec moi le discours du président du Faso sur la situation donc, au Burkina Faso. Alors, quelle réaction par rapport au discours du chef de l'État? Parfait. Non, je pense que la première réaction, bien sûr, c'est le président a apprécié la situation, il a lancé déjà les mesures. Mais vous savez, dans de telles circonstances, il faut attendre de voir effectivement quelles sont les actions qui seront prises sur le terrain pour assurer notre sécurité. Parce qu'aujourd'hui, certes, nous venons de rentrer dans une nouvelle gouvernance et c'est, à mon avis, sans être un spécialiste des questions sécuritaires, à mon avis, il ne faut pas écarter le fait que c'est cette transition entre le régime de la transition et le nouveau régime qui a peut-être aussi contribué à ce que, en tout cas, un certain nombre de réflexes a été perdu entre-temps. Parce que c'est quand même un flottement. On a aussi évoqué le fait qu'on a fait 2 semaines sans gouvernement et tout. Mais je voudrais dire que aujourd'hui, là, ce que les Burkinabés attendent, c'est effectivement un renforcement des mesures de sécurité. Ce qui est dommage, je crois que les Burkinabés ont dormi sur leur laurier. Quand vous regardez les mesures qui avaient été prises par rapport aux voitures aux vitres fumées, aux voitures sans immatriculation et au contrôle d'identité. Mais ces dernières semaines-là, mais les gens s'en plaignaient. Il y a 2 jours seulement, une de mes connaissances m'a dit qu'il revenait de Dori et il y a eu 3 contrôles d'identité. Mais les passagers se plaignaient. Ils disent oui, nous ne pouvons pas comprendre que dans notre pays, on soit contrôlé ainsi. Mais voilà les situations dans lesquelles nous nous retrouvons. Il faut que désormais, tout le monde puisse accepter toutes les mesures qui seront prises. Et effectivement, aujourd'hui, à partir de maintenant, au-delà des discours des dirigeants, les Burkinabés attendent effectivement des mesures précises pour que, effectivement, nous puissions nous remettre au travail. Parce que, vous le savez tous, sans sécurité, il n'y a pas de développement. D'accord, oui. Oui, Samuel, oui. Justement, j'ai suivi la déclaration du président du Faso. J'avoue que moi, j'ai retenu pas grand-chose, parce que on aurait aimé que les mesures annoncées ou les dispositions sécuritaires à prendre viennent bien avant. L'attaque a commencé avant-hier, vendredi, même si c'est dans l'après-midi vers 19h40. Il a fallu attendre le lendemain, pratiquement la nuit, pour qu'on ait un message officiel. Et moi, c'est cet aspect des choses à qui j'ai beaucoup plus déploré. Sinon, pour le contenu de son message, c'est juste un appel à la mobilisation, un appel à être resté soudé, à être vigilant. Il a aussi parlé de guerre. Je ne m'y connais pas en la matière, les armes, je ne connais pas. Mais quand il parle de guerre, ça veut dire que la question est très sérieuse. Et c'est là où je comprends un peu le message essentiel de ce discours-là. Désormais, la lutte antiterroriste fait partie de notre quotidien, il faudra qu'on fasse avec. Oui. Traoré, oui. Moi, personnellement, je retiens 3 passages vraiment très importants dans le discours.
Il y a d'abord ce que vient de dire le confrère, ce que vient de relever le confrère. Il faut déjà intégrer vraiment cette lutte-là de façon quotidienne dans nos habitudes. Il a ensuite évoqué la question d'union sacrée. Et je pense que c'est très important quand on est vraiment, on se trouve dans une telle situation. Il n'y a que l'union sacrée qui puisse vraiment nous permettre d'atteindre un certain nombre de choses. La troisième chose, il a aussi parlé de, comment dirais-je, il a évoqué bon, je n'arrive pas à me retrouver, mais toujours est-il que il faut actuellement chercher à comprendre les causes. Le terrorisme, effectivement, il s'étend sur des terreaux très fertiles. Et ce que le confrère de notre temps a évoqué, je crois que c'est un aspect très important également, parce que le flottement qu'il y a eu pendant la transition, qui du moins ça a été chaotique, qui a passé le temps à traquer, peut-être à se tromper du combat, c'est-à-dire à faire une guerre politicienne et laisser les questions sérieuses, qui sont les questions sécuritaires. Pendant ce temps, il y a eu l'attaque de Radisson à Bamako, qui n'a pas pu vraiment, peut-être sérieusement attirer l'attention des autorités en son temps pour quand même vraiment prendre un certain nombre de mesures. Certes, il y a eu des mesures qui ont été prises, le renforcement des contrôles d'identité, etc. Bon, comme on connaît les Burkinabés, quand on est depuis 2014, on est dans une situation où, quand les populations commencent à s'y plaindre, on croit que ce n'est pas les bonnes mesures, on commence à laisser tomber. Donc, le flottement qui a les 2 semaines qu'on a passées sans gouvernement, je crois que c'est on a une fois évoqué ici, on dit que lorsque les terroristes, c'est des gens qui essaient d'étudier le fonctionnement des institutions. Peut-être qu'ils se sont rendus quand même un moment où, et puis c'est une réalité que ce flottement-là, ça dit, puisque c'était un flottement politique, donc ça fait que les gens, les questions sécuritaires étaient moins. Non, les questions. Les questions sécuritaires. Quand tu parles de flottement, l'administration, c'est quand même une continuité. Oui, qu'est-ce que les textes disent avant la passation de service? Il n'y a pas encore une passation de service à ma connaissance. Avant la passation de service, qu'est-ce que les textes disent? Qui s'occupe des affaires courantes? Jusqu'à preuve du contraire, le directeur général de la police nationale n'a pas encore été remplacé. Ceux en charge des renseignements généraux n'ont pas encore été remplacés. Ils font leur travail, oui ou non? Si oui, à qui ils doivent rendre compte? Est-ce qu'ils ont rendu compte? Moi, c'est dans cette logique-là que je vois les choses. Je pense que effectivement, ça peut prêter à confusion parce que sur le terrain, on a constaté qu'il y avait le ministre délégué à la sécurité et la transition, il y avait aussi le nouveau ministre de la Sécurité, Simon Compaoré. Mais dans le cas d'espèce, qu'est-ce que les textes disent quand il n'y a pas eu passation de service? Bon. Toujours est-il qu'il y a problème. Parce que les décisions. Oui, voilà, il n'a pas pris fonction, si c'est à lui que reviennent ses prérogatives, qu'il les assume pleinement. Les textes, c'est l'application des textes. Les décisions, je voulais finir, les décisions viennent souvent de l'autorité politique. C'est-à-dire qu'on venait de quitter des élections, on est là, la transition avec ses ministres, je vais rester, je vais partir. Est-ce que les gens travaillent? Dans le cas, on parle dans le cas, il y a eu même de remaniement, les gens ne travaillent plus. Voilà, c'est ça aussi la réalité. D'accord, Ismaël. Je voudrais quand même dire que je ne suis pas d'accord avec ça parce qu'il ne faut pas non plus mettre ça systématiquement sur le compte du flottement parce que pendant on a fait 2 semaines sans gouvernement que ces terroristes ont pu agir parce qu'on vous dit aussi que c'est une attaque qui a été planifiée de longue date. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on se dit parce qu'on a un nouveau pouvoir, il faut frapper systématiquement pour faire mal et puis commencer à voir leur capacité de réaction. Mais je voudrais tout de même revenir sur le discours du président du Faso parce que à part le deuil national avait été déjà annoncé par le Premier ministre et je trouve que le discours du président personnellement n'avait pas assez de contenu. Pourquoi je le dis? Moi je m'attendais à ce que le président Roch-Marc Christian Kaboré, à partir de ce discours-là, sorte une décision forte. Et pour moi la décision forte c'est de nous dire qu'on a désormais un ministère chargé, un ministère plein en charge des questions sécuritaires. Parce que vous prenez un ministère chapeauté, un super ministère que vous donnez à Simon Compaoré, administration territoriale, décentralisation et de la sécurité intérieure, et vous nommez un ministère délégué chargé de l'administration, pour moi il y a un problème. Le plus grand souci au Burkina Faso, il faut impérativement qu'on tire les leçons de cette attaque-là en ayant un ministère plein en charge des questions sécuritaires. Parce que avant même cette attaque terroriste, il faut qu'on se rappelle
Combien de fois les policiers nous arrêtent des malfrats? La sécurité intérieure même, les boutiques qui sont attaquées régulièrement dans les quartiers. Regardez l'insécurité urbaine, comment elle a pris de l'ampleur au fil du temps. On n'a pas de ministère délégué, on n'a pas de ministère plein en charge de sécurité. Je pense que l'élément le plus important, la décision forte, moi je m'attendais, quand on m'a dit que le président va s'adresser à la nation dans la soirée de ce samedi, moi je m'attendais à ce qu'il dise que j'ai décidé à partir d'aujourd'hui de créer un ministère plein en charge des questions sécuritaires. Parce que Parfait a parlé tout à l'heure de contrôle qu'on mène régulièrement. Moi je veux bien, mais à Ouagadougou, il n'y a même plus de contrôle à la limite. Il n'y a même plus de contrôle en tant que tel des véhicules et tout ça. Vous voyez que les gens n'aiment pas les contrôles parce que les populations ne veulent pas en parler. Quand on a parlé des vitres fumées, les gens se sont plaints, tout le monde se plaint, on n'en veut pas, ainsi de suite. Mais on ne peut pas non plus suivre les désirata des populations à la longue. Il faut qu'on ait un ministère à partir de maintenant en charge des questions sécuritaires. Vous discutez avec les éléments des forces de sécurité. Les policiers vous disent, la brigade anticriminalité qui mène les patrouilles généralement, ils n'ont pas même de véhicules de qualité, des véhicules à moitié fonctionnels. Vous partez au niveau de la gendarmerie, les chefs vont toujours vous dire, nous nous débrouillons avec les moyens de bord. Mais on vous dit aussi que quand on envoie les zones dans les zones comme Tinakov là, c'est comme s'ils étaient envoyés à un acte suicidaire parce que c'est un no man's land, personne ne contrôle rien du tout. Donc, si on n'a pas un ministère plein en charge des questions sécuritaires, ne soyez pas surpris que l'insécurité continue de prendre forme au Burkina Faso parce que c'est bien d'appeler les populations à la collaboration et à tout, mais si les forces de sécurité n'ont pas les moyens, on ne va pas s'en sortir. Regardez l'attaque et on vous dit après qu'ils ont pris au minimum, tout au plus, une heure et demie avant d'intervenir. Regardez la situation géographique de Capuchino, de Splendide, de Yibi Hotel et le commissariat central de Ouagadougou, c'est moins de 5 minutes de route. Regardez le camp Paspanga de la gendarmerie nationale. Regardez la position de l'aéroport international de Ouagadougou. Donc, je vais dire tout simplement qu'aujourd'hui, il y a un sérieux problème de renseignement, ça c'est le premier élément majeur. Il y a un problème de collaboration avec les forces de défense et de sécurité, avec les populations burkinabées. Et le troisième élément, il faut impérativement, il faut qu'on insiste là-dessus, qu'on ait un ministère plein en charge des questions sécuritaires. Sans sécurité, il n'y a pas de développement dans un pays. En tout cas, le président, l'ancien président Michel Kafando, lors de la passation de charge avec le nouveau président Roch-Marc Christian Kabore, avait clairement dit que les priorités à l'heure de la passation des charges, c'était les questions sécuritaires. Alors, mais beaucoup de personnes se posent des questions sur l'arsenal qui a été utilisé par ces terroristes. Comment ils ont pu rentrer au Burkina Faso, transporter tout ce matériel jusqu'au centre de Ouagadougou sans qu'il y ait pu avoir un contrôle qui puisse en tout cas découvrir que bon, des armes et des munitions puissent circuler donc en plein capital du Burkina Faso. Je pense que c'est en cela, je crois, l'intervention d'Ismaël est intéressante sur la question des renseignements. Nous constatons réellement que les renseignements généraux, il ne sait pas comment ils fonctionnent, mais il y a eu vraiment des failles. Et il y a toujours des failles en ce sens que, si vous voyez, un des faits est palpable. On ne peut pas sortir d'un conseil des ministres extraordinaire. Le Premier ministre donne des chiffres. C'est vrai que c'est un événement linéaire, les choses peuvent évoluer, mais le Premier ministre donne des chiffres, même pas avant, même, au même moment, l'ambassade de France donne un autre chiffre. Donc ça veut dire qu'on parle des femmes qui sont mortes dans la libération, pendant que l'ambassade de France dit que non, il n'y a pas eu de femmes. Et ça sort de la bouche du ministre de la Sécurité. Ça veut dire qu'il y a un problème de renseignement au Burkina. Donc le trafic des armes, effectivement, ça veut dire que selon certaines informations, jusqu'à venir loger dans un hôtel, sans qu'on ne puisse vraiment s'en rendre compte, ça veut dire réellement qu'on a un gros problème de renseignement. Bon, il a évoqué le problème de matériel, c'est vrai. Il y a le problème de matériel, mais aussi, il faut peut-être réactiver les services de renseignement de façon beaucoup plus vraiment efficace. Et quand il se plaint il ne se plaint pas du moins, quand il évoque le fait qu'on ait mis autant de temps pour aller à l'assaut, bon, il y a aussi la réalité, il y a le manque de formation. Ça veut dire que peut-être qu'on s'est mis à l'évidence que les forces qui étaient présentes, les forces burkinabées qui étaient présentes n'étaient pas en mesure d'aller à l'assaut. Il a fallu, selon certaines informations, attendre que les forces spéciales qui étaient en mission, loin de Ouagadougou, puissent venir pour vraiment préparer l'attaque. Donc ça veut dire qu'on a un problème de ressources au niveau de nos États. Parfait. Voilà. Et moi, je vais continuer pour dire qu'il faut crever l'abcès. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, que
On a vu sur les réseaux sociaux des gens qui étaient fâchés parce qu'on parlait du RSP. Mais je dis non. Il faut qu'on pose le débat de nos unités d'élite. Moi, je ne suis pas un spécialiste des questions militaires, mais je me pose une question. Le RSP n'est plus là. C'était une unité d'élite qui pouvait combattre le terrorisme. Je ne veux pas dire que c'est parce que le RSP n'existe plus qu'on a pu frapper le Burkina en plein cœur. Parce que, vous savez, il y a eu beaucoup d'attaques dans de nombreux pays européens qui ont un niveau de sécurité peut-être plus élevé que nous. Mais aujourd'hui, sans être un spécialiste, on peut se poser la question, est-ce qu'aujourd'hui nos unités d'élite ont pu monter en puissance assez rapidement pour prendre en charge ces questions très importantes? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. L'autre question, effectivement, on a parlé de renseignement, je ne dirais pas, je ne vais pas rentrer dans ce sens-là, mais je dirais que je pense que le Burkina il y a eu quand même des erreurs. D'abord, il y a des situations connues, structurelles. La situation structurelle, c'est que nos frontières sont poreuses. Mais il y a des éléments conjoncturels qui sont connus. C'est-à-dire, c'est le niveau de menace au niveau sous-régional. Alors, quand vous mettez ensemble les éléments structurels et les éléments conjoncturels, ça veut dire qu'on doit normalement atteindre un niveau où la surveillance du territoire là, doit être plus accrue. Et en tout cas, on ne semble pas avoir vu en tout cas le relèvement de la surveillance du territoire. Et comme on l'a dit ici, on l'a tous dit ici, mais dans ce contexte-là, les Burkinabés n'ont pas accepté qu'on puisse même réduire même leur liberté collective et individuelle et collective. Vous vous rappelez, il y a quelque temps déjà, au moment des fêtes, les gens ont commencé à critiquer le couvre-feu. Oui, ça fait 4 mois que nous sommes dedans, on ne nous donne pas des explications. C'est vrai, il y a peut-être un effort de communication à faire. Mais le problème, en matière de sécurité, on ne peut pas passer tout le temps à dire, vous savez, il faut qu'on maintienne le couvre-feu. On ne peut pas passer tout le temps à le dire. Et le problème, c'est que, en même temps, dans ce couvre-feu, il y a des boutiques qui étaient cambriolées tous les jours à Karpala, dans d'autres quartiers. Donc, on se demande bien. On a bien compris votre question. En fait, ça rejoint naturellement la question des moyens. Vous dites qu'il y a un couvre-feu, par exemple, c'est de 1h à 4h du matin. Au moment où les populations dorment tranquillement, les forces de défense et de sécurité là, ne patrouillent pas sur l'ensemble du territoire. Conséquence, ce sont les délinquants qui se la coulaient douce tranquillement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, moi je ne reviens pas sur le dossier RSP parce que le RSP a fait trop de victimes. On ne parle plus d'un corps qui est mort. Laissons tomber le RSP, pensons à l'avenir du Burkina Faso. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une réalité qui est là. Le GIGN, par exemple, qui est une unité d'intervention de la gendarmerie nationale, qui du reste nous a été présentée lors d'une opération grandeur nature à Lumbila, et puis on est revenu au camp Paspanga. On nous a montré ce dont il était capable de lutter, notamment dans le cadre du terrorisme. Après, vous avez l'unité d'intervention polyvalente de la police nationale, mais la gendarmerie relève du ministère de la Défense. La police nationale relève du ministère de la Sécurité. Voici 2 unités d'élite qui doivent lutter contre le terrorisme, qui ne relèvent pas du même ministère. Même s'il y a eu une attaque terroriste aujourd'hui là, chacun arrive avec un ministère ou encore avec des instructions qui sont différentes des autres. Conséquences. Même pour harmoniser les forces sur le terrain, il faut avoir d'abord un cas de concertation, mettre en place un système de coordination. Ça devient encore plus compliqué, c'est une perte de temps. Voilà pourquoi je reviens encore sur l'impérieuse nécessité d'avoir un ministère plein de la sécurité qui va chapeauter toutes ces structures pour qu'on puisse avoir véritablement une unité d'élite qui sera chapeautée par un même ministre qui aura les pleins pouvoirs. Parce que je ne parle pas d'un ministère délégué, un ministère plein de la sécurité. Parce qu'il a parlé des attaques dans les quartiers. Peut-être on néglige ça aujourd'hui. Mais les populations, tant qu'on n'a pas la libre circulation des biens et des personnes, les attaques sur les grands axes routiers, les braquages n'ont pas fini dans les quartiers, dans les cimes, dans les domiciles, dans les grandes surfaces, le pays ne peut pas se développer parce qu'on n'a pas d'activité économique viable. Donc par conséquent, il faut qu'on soit plus regardant sur ces questions. Et puis plus loin, vous avez par exemple la population burkinabé elle-même qui doit changer de comportement. Aujourd'hui, quand on veut mener une opération de contrôle, les gens sont réfractaires. Rappelez-vous, dans la zone de Pau en son temps,
quand la douane avait saisi un véhicule plein d'explosifs, les populations s'étaient mobilisées pour marcher contre les douaniers. Mieux, on avait chassé les douaniers pour finalement que le syndicat des douanes menace pour qu'on puisse récupérer ce camion-là. La dernière fois, vous vous rappelez que la gendarmerie a présenté des explosifs qui ont été saisis des mains des populations. Mais sans qu'on ne collabore pas avec les forces de sécurité, on ne s'en sortira pas parce que après vous discutez avec les riverains de l'hôtel Splendide, beaucoup vous disent qu'ils ont vu ces jeunes-là, les terroristes là en question, qu'ils les ont vus, ils ont eu à discuter avec eux et tout. Mais pourquoi ils n'ont pas alerté sur les comportements suspects de ces messieurs? Parce qu'on vous dit que c'était des enfants qui avaient des V8 pour circuler. Mais ça doit attirer l'attention des populations et tout ça. Il faut qu'on arrive à sensibiliser, beaucoup communiquer pour qu'à cette allure, on puisse éventuellement mieux collaborer avec nos forces de défense et de sécurité aussi. Oui, cela relève justement du super ministère dont tu parlais, mais dont les attributions en matière de sécurité ne sont pas assez franches à ton avis. Simon Compaoré hérite du ministère de l'administration territoriale, c'est justement pour régler tous ces petits détails de civisme. Un ministère plein de la sécurité. Et c'est comme je dis, non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ouais. C'est comme je l'ai souvent dit, cette question de l'incivisme au Burkina Faso, c'est l'une des pierres angulaires de ce que nous vivons comme difficulté réelle au stade actuel de notre développement. Moi, j'aimerais revenir un peu à la question. C'est vrai qu'Ismaël propose qu'on fasse table rase de cela, mais parfait insister là-dessus, c'est pas gratuit. La question RSP, beaucoup de gens en parlent. Le RSP est dissous, les compétences ne sont pas dissoutes, malheureusement. Elles ont été simplement redéployées. Il suffit de créer une unité. Et associé à cela, comme Ismaël le disait, il a bien évoqué les autres unités, il n'y a pas que le RSP dans le temps, même quand le RSP était encore super fort. Il avait l'UIPN, le GIGN, il avait le RPC de Dougou qui a été maintenant rattaché à la 2e région militaire à Bobo-Diosso. Il y a beaucoup de compétences en matière de lutte contre la sécurité au Burkina, enfin, contre l'insécurité au Burkina Faso. Il suffit juste, et c'est là où je rejoins un peu Ismaël, créer un ministère plein qui va gérer cette question sécuritaire, d'autant que, comme le président lui-même le reconnaît, nous sommes en guerre, nous devons au quotidien faire avec le terrorisme et il faut prendre les dispositions nécessaires pour cela. D'accord. Alors, il y a eu des réactions. Hier, il y a le MPP qui a réagi à travers donc, une déclaration. Je vais lire juste une partie de cette déclaration et on va l'analyser ensemble. Déclaration donc du MPP. Je cite, « Ces attaques ne seraient-elles pas faites sur commande des connexions entre le Moujao et l'ancien régime dans le but d'installer le chaos dans notre pays après l'échec du coup d'État du 16 septembre 2015 ?» Point d'interrogation. Alors, comment vous analysez? Oui, c'est une déclaration qui va aux antipodes même du discours du président du Faso. Le président du Faso a parlé de l'unité. Pendant qu'on recherche l'unité, l'union sacrée, il y a un parti politique qui sort pour faire de l'amalgame. Aujourd'hui, la préoccupation des Burkinabés, ce n'est pas de savoir qui est en connexion, qui n'est pas en connexion. Les terroristes ont frappé notre capitale, ils ont fait des victimes, ils ont tué des gens. Et comment nous arrivons à réagir? C'est ça qui nous intéresse. Dire qu'il y a des connexions, ça veut dire même qu'on a affaire à un gouvernement qui n'est pas capable. Si, en tant que gouvernement, vous savez qu'il y a des gens qui ont des connexions, vous avez ces renseignements jusqu'à ce qu'on vienne frapper en plein cœur, ça veut dire qu'il faut débarrasser le plancher. Vous faire venir d'autres personnes qui peuvent vraiment faire face à ces connexions. Ces connexions doivent compter. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Non, c'est un très mauvais discours. C'est un très mauvais discours d'un parti politique, du reste qui est au pouvoir. Je pense qu'aujourd'hui, on parle de l'ancien régime, c'est quand même la troisième force. Quand on parle de l'ancien, on fait peut-être politiquement, il y a le CDP qui est là, c'est quand même la troisième force politique. On ne peut pas aller. J'ai aussi écouté le discours de la représentante de la DFRDA. La tendance est à l'union sacrée. Comment il faut s'unir pour faire face à ce péril djihadiste. Et non chercher à savoir, à diviser les gens, à soupçonner des Burkinabés entre nous. Finalement, ça plaît aux terroristes quand il y a ce genre de réaction. Ça veut dire qu'on va manquer cette union sacrée, ce qui n'est pas bon pour vraiment faire face à ces menaces. J'aimerais quand même mettre un peu de réserve par rapport à ce qu'Idrissa disait tout à l'heure. Il ne faut pas non plus pousser l'abcès jusqu'à aller dire qu'il faut débarrasser le plancher, c'est trop facile. Ce sont les autorités qui ont été démocratiquement élues, on doit les laisser travailler. Ça au moins c'est le minimum, il faut le reconnaître. Parce que c'est vrai qu'on peut émettre des réserves sur la manière de faire la déclaration, mais aujourd'hui il faut que nous, Burkinabés aussi, on soit réalistes. Le peuple a été très pacifique, je dirais, parce qu'on se rappelle que ce n'est pas des charges aussi. Je ne défends pas le MPP parce que je n'ai rien à voir avec le MPP, mais la réalité des choses est qu'il faut qu'on se dise la vérité. Nos anciens dirigeants, j'en parlais quand Sayon m'a arrêté dès la première partie de mon propos, quand je disais qu'en son temps, on voyait Djendjéré ici, avec un hélicoptère de l'armée burkinabé aller libérer des otages européens dans des endroits que le peuple malien même ne contrôlait plus.
Comment un pays normal, des dirigeants responsables peuvent avoir des connexions avec des terroristes, des personnes qui sont rejetées partout dans le monde? Nous avons eu notre part de responsabilité dans cette affaire aujourd'hui. Ils avaient des amis au Burkina Faso, ça il faut le reconnaître. Si leurs amis ne sont plus au pouvoir, il faut avoir le courage aussi de le reconnaître parce qu'en son temps, on a vu notre palais présidentiel. Combien de fois ces djihadistes-là sont venus en audience, la presse même a été couvrie. C'est la réalité. Non, je termine. Je termine parce que Driss, il faut qu'on ait ce langage entre nous. Tu auras le temps de réagir. Ismaël a la parole. Le Burkina est un médiateur dans la crise malienne. Il ne faut pas l'oublier. C'est un fait important de l'histoire qu'il faut évoquer. Les djihadistes ne sont pas venus au palais présidentiel parce que c'est le palais présidentiel, c'est parce que le Burkina Faso était médiateur dans la crise et dans la crise malienne. Voilà, ça c'est un fait important. Je ne nie pas le fait que le Burkina Faso a été médiateur dans la crise malienne, mais je vais dire aussi que nos autorités d'alors ont facilité beaucoup l'accès de ce pays-là à ces personnes-là. Ça, il ne faut pas le nier, soyons réalistes devant les faits aujourd'hui. Ça allait nous revenir en face et nous en sommes victimes. C'est vrai qu'on a été pacifique dans la gestion de cette crise et c'est que je n'invente absolument rien du tout. Comment est-ce que des pays... Le Mali, par exemple, était incapable de toucher ces messieurs qui faisaient les enlèvements dans le désert, que personne ne savait où ils se trouvaient. Mais nous, nos autorités avaient des contacts avec eux pour aller libérer des otages. D'où viennent ces relations-là? Oui, parfait. Non, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Drissa. Parce que c'est une déclaration qui a été faite, mais je pense quand même qu'il y a des éléments qui sont... il y a des constats qu'on peut faire. Il ne faut pas le nier, le Burkina était devenu à un certain moment la base arrière de certains mouvements, comme le MNLA ou certains mouvements islamistes. Ça, on ne peut pas le nier. Alors, à partir du moment où vous êtes la base arrière d'un certain nombre de mouvements, on ne peut pas avoir un niveau de menace. On ne peut pas vous attaquer. Parce que personne n'attaque sa base arrière, personne ne coupe la branche sur laquelle il est assis. Ok, ça c'est un constat. Maintenant, comment les choses ont évolué après le régime Blaise Compaoré, pourquoi nous sommes aujourd'hui attaqués à ce niveau, on peut se poser des questions sans avoir, bien sûr, je pense que on peut avoir des présomptions, parce que je pense que ce genre de situation-là, il faut effectivement qu'on puisse creuser, il faut qu'on puisse aller vraiment en profondeur pour ressortir et savoir pourquoi aujourd'hui nous sommes attaqués. Mais il y a des constats qu'on peut faire. Le Burkina était la base arrière. Oui. Aujourd'hui, Blaise Compaoré n'est plus là. Est-ce que c'est à cause de cela que nous sommes attaqués? Bon, c'est une question. Voilà. N'allons pas trop vite en besogne. Moi, je pense qu'il n'y a pas lieu ici de procéder à un quelconque arrimage. Il y a eu des faits, c'est vrai, sous Blaise Compaoré, il était médiateur dans la crise malienne. Blaise Compaoré a aidé à résoudre beaucoup de crises, enfin beaucoup de situations assez délicates dans le Nord Mali. Il avait des connexions, ça c'est évident, avec des djihadistes. Mais est-ce que cela suffit pour dire que l'attaque a été perpétrée au Burkina Faso est une conséquence logique de ces connexions-là? Je dis non, là il y a des institutions qui sont habilitées à tirer ce genre de conclusions. Nous faisons seulement le constat qu'il a été en connexion avec ces terroristes-là. Mais dans la situation actuelle, et c'est là où je suis d'accord avec certains, le communiqué tel qu'il a été fait dans un cadre strictement de communication politique, ah oui, ça c'est pour en tirer beaucoup de dividendes en termes de communication. Mais la situation ne s'y prêtait vraiment pas vraiment. Voilà. D'accord. Il y a eu d'autres déclarations, particulièrement donc la déclaration de la coordination des CCVC de la ville de Ouagadougou qui demande tout simplement donc que les forces étrangères, notamment américaines et françaises, donc qui ont participé à l'attaque, à l'assaut, quitte le Burkina Faso. On ne peut pas être d'accord avec une telle, avec une telle déclaration. Je suis désolé, mais enfin, on comprend bien sûr la logique dans laquelle ces mouvements sont. Mais aujourd'hui, qui peut combattre le terrorisme dans un cadre fermé? Comme le président lui-même l'a dit dans sa déclaration, il faut qu'il y ait une coordination des forces au plan sous-régional. C'est-à-dire qu'il faut que les pays échangent des informations, il faut que les pays mutualisent les moyens pour arriver à combattre. Quand vous regardez, même en France, quand vous regardez les États-Unis, en fait, aujourd'hui, il y a une chose que les gens doivent savoir. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que nous sommes dans un contexte précis, il faut qu'on se rappelle que
même au plus haut niveau, même les pays les mieux préparés à affronter les terroristes là, n'arrivent pas à les rayer de la carte. À plus forte raison, nos pays où les frontières sont poreuses, où les gens développent, où il y a toujours l'incivisme, où les gens ne respectent pas la mesure de sécurité. Donc aujourd'hui là, on ne peut pas dire à une force de quitter parce que nous voulons notre souveraineté. Quand les gens parlent de souveraineté, on n'a même pas de souveraineté économique. Voilà, mais c'est ça. Il faut qu'on travaille effectivement à ce qu'on puisse avoir une souveraineté économique, une souveraineté politique. Tant que vous n'avez pas ça, vous serez toujours... Voilà. Et donc, vraiment, c'est une déclaration anachronique pour des gens qui vous ont aidé à résoudre une situation comme ça. Vous demandez de débarrasser les planchers. Enfin, je ne sais pas si sur ce plateau, quelqu'un a seulement la motivation à cette déclaration. Pourquoi il dit cela? Il parle de souveraineté. Quelle souveraineté à partir du moment où vous n'êtes même pas capable de garantir vos sécurités individuelles? C'est ça la véritable question. Et comme Parfait l'a dit, et je suis tout à fait d'accord, dans ce contexte de djihadisme à grande échelle, aucun pays de façon isolée ne pourra faire quoi que ce soit. Même les grandes puissances actuellement. Dans la question syrienne, on parle de coalition mondiale sous l'impulsion de la Russie. Même les grandes puissances qui ont tous ces grands moyens ne peuvent pas le faire individuellement. Pourquoi voulez-vous qu'on se sépare de ceux-là qui peuvent nous aider à vaincre le mal? Moi, franchement, c'est une incongruité que je ne comprends pas. Oui, Traoré. Je n'ai pas commenté ce genre de déclaration parce que ça ne veut rien dire. Non, mais ce que je dis aussi, c'est que c'est vrai que dans la logique de la CCVC, il parle de souveraineté et tout ce qu'on veut, mais l'idéal serait qu'à la longue, moi je pense à la longue que ces soldats américains et français qui sont stationnés sur le sol burkinabé nous aident à avoir des unités assez fortes qui puissent nous défendre à l'avenir, parce qu'on ne va pas indéfiniment aussi dans l'histoire du Burkina. Dans 50 ans encore, si ce sont les Français qui vont venir nous aider à régler ce genre de situation, c'est que nous aussi on ne grouille pas. Donc disons que dans l'immédiat, on ne peut pas demander forcément le départ des soldats français, mais il faut que dans la durée, on pense que nos éléments qui sont avec nous doivent nous être capables de nous défendre quand le besoin se fait sentir aussi. La réalité, c'est ça. Et dans cette réalité-là, je ne pense pas que le gouvernement burkinabé soit dans une logique de... Non. Le gouvernement, est-ce que le gouvernement... Non. En fait, moi, ce que je veux dire, c'est... On a fait appel aux forces françaises. Il a fallu les attendre pour lancer l'assaut. Donc, ça veut dire que, comme il a bien souligné, on n'a pas encore la capacité nécessaire pour faire face à ce genre de situation. Qu'est-ce que le gouvernement fait pour connaître ces capacités? Même les pays qui ont les moyens, même les pays, comme les uns les autres l'ont évoqué, qui ont des armées vraiment assez formées, qui ont des renseignements assez bien fournis, n'arrivent pas à le faire tout seul. Il faut, comme lui l'a dit, c'est une coalition. Souvent, il faut faire passer, mutualiser les informations, comme l'a même souligné le président Roch, pour pouvoir faire face à ce genre de situation. Donc, dire aux forces françaises ou aux forces étrangères des partis, c'est comme s'ils dérangeaient leur sommeil, c'est pas. Mais toujours est-il qu'il a fallu attendre que leur soutien avant de lancer, leur arrivée avant de lancer l'assaut. Donc, c'est vrai qu'il faut arriver à former nos armées, nos forces de sécurité pour faire face à ces premiers contre ce genre de situation. Mais toujours est-il qu'à nous seuls, ça serait vraiment difficile d'y faire face. Non, on le sait, ça dit ce qu'on dit, on est tous d'accord, je pense. La lutte contre le terrorisme n'est pas l'apanage d'un seul État. Ça, il faut le dire. C'est tout le monde, c'est une synergie d'action. Mais ce que j'ai dit aussi, on ne va pas être indéfiniment sous perfusion sur les questions sécuritaires. Ces soldats-là sont là aujourd'hui. On peut les maintenir le temps d'avoir des unités fortes. Ils ne s'ingèrent pas à nos sécurités. Non, mais je vais dire, aujourd'hui, la preuve, c'est qu'on a attendu quand même qu'ils soient là, ces soldats-là, pour nous aider à nous débarrasser de ces terroristes. C'est un fait majeur, mais j'ai dit, le Burkina Faso doit s'appuyer sur ces expériences-là pour avoir des unités fortes qui, à l'avenir, vont nous défendre de façon correcte. Moi, la logique pour moi aurait consisté pour la CCVC de dire au gouvernement, dans 5-10 ans, on ne veut plus qu'il y ait dans ce pays une situation de ce genre que les Burkinabés ne puissent pas prendre ça en charge de façon autonome. On dit la même chose. Donc oui. Bon, voilà. Ne pas forcément attendre que ça vienne de la France et des forces spéciales françaises ou américaines, mais donner cette injonction-là en griffe au gouvernement de faire en sorte que nous disposions d'une unité aussi forte que
ces unités occidentales au Burkina Faso. Oui, justement. Donc, on a évoqué donc la question de la collaboration. On va tenter maintenant d'analyser ce qui est fait au niveau sous-régional pour vaincre le terrorisme dans les pays comme le Mali, le Niger, le Nigeria, le Cameroun, le Tchad. Toute l'Afrique de l'Ouest, de façon générale, est touchée. Alors, il y a une initiative, notamment le G5 Sahel, qui vient de naître. Est-ce que vous pensez que ce genre de coalition, d'initiative pourrait venir à bout du terrorisme? Oui, le G5 vient de naître, je ne suis pas tout à fait... Parce que bon, ça vient de naître, ça veut dire que c'est une organisation qui ne dispose pas encore d'assez de moyens pour travailler. Mais le G5 date de 2014, 2013, non, janvier 2014 quand même. En tout cas, ouais, janvier... 2 ans. Ouais, 2 ans. 2 ans, pour des gens qui ont la bonne volonté, je crois qu'ils pouvaient vraiment mettre en action cette institution-là. Et quand parce que bon, j'ai eu la chance peut-être de participer au sommet de la création du G5 à Nouakchott, toujours est-il que quand on regarde les textes fondamentaux, c'est toujours vers l'Occident qu'on veut aller pour chercher les moyens pour financer les instruments. Donc, ça veut dire qu'actuellement, la coordination, ça veut dire que la lutte antiterroriste est coordonnée, il faut le reconnaître, par la France et les États-Unis, à travers Africorps, par la France à travers l'opération Barkhane. Je crois qu'il faut peut-être chercher à voir comment collaborer avec ces deux institutions, c'est-à-dire Barkhane et puis Africorps, pour pouvoir mieux faire face à ce péril-là. Si nous voulons, c'est vrai qu'il faut compter sur soi-même, mais actuellement, l'Afrique, la bande sahélienne là n'est pas en mesure vraiment de poser des actes assez forts pour faire face au péril djihadiste. Oui, une réaction? Non, je voulais dire que, une fois de plus, pour cette institution, vous allez voir que le financement va être encore assuré à 90% par les partenaires étrangers. Alors, comment voulez-vous que nous puissions ne pas avoir de domaine de souveraineté? Parce que, bon, on sait, même pour les élections, nous sommes obligés de compter sur eux. Donc, on repose encore le même problème de notre souveraineté. C'est vrai, la CCVT, ici, on n'est pas d'accord, mais je dirais qu'il faut que les Africains puissent se prendre en charge. Si nous pensons que notre sécurité doit être financée à 90% par l'Occident, mais nous allons toujours nous retrouver, en tout cas dans des situations assez compliquées. Quand vous voyez, le G5, il a certes commencé à 2 ans, il y a encore beaucoup de choses qui doivent être mises en place. Mais il y a d'autres institutions sous-régionales. Il y a la CEDEAO, il y a l'Union africaine. La mise en place d'une force d'intervention rapide. Voilà. Mais où est-ce qu'on en est? Quand vous allez voir le budget là, on va encore faire des projets et puis aller voir les Occidentaux pour pouvoir financer cette force. Donc il faut à un certain moment que les Africains puissent être sérieux. Moi je pense. D'accord, une dernière réaction. Oui, disons que cette force-là, pour moi, elle n'aura pas d'avenir. Rappelez-vous, quand c'était chaud au Mali en son temps, la CEDEAO a passé tout son temps à menacer et puis on n'a été jamais capable d'intervenir. Vous savez, la réalité des choses est que nos chefs d'État doivent se réunir et puis dire quel est le budget qu'ils votent au niveau régional. Parce qu'on a quand même si on n'a pas assez de moyens, souvent, on va vous dire que la formation coûte cher, l'équipement coûte cher, il faut avoir des unités assez fortes et tout. Mais il faut qu'on arrive à avoir quand même des budgets assez conséquents sur les questions sécuritaires dans la sous-région, au niveau de l'UEMOA, tout comme la CEDEAO. Si on arrive à le faire, on s'en sortira. Parce que regardez le Nigeria aujourd'hui qui est incapable de battre Boko Haram, il faut l'intervention d'un pays comme le Tchad. C'est compliqué. On est d'accord pour qu'on ait les actions régionales qu'on mène ensemble pour s'en sortir, mais qu'on puisse avoir quand même des États plus souverains financièrement parce que c'est difficile. Ils ont dit la vérité. Au niveau des élections, on nous finance de l'étranger. Au niveau de cette force-là, G5 Sahel, chaque fois qu'il y a la rencontre, on va vous dire qu'il a fallu que des experts américains viennent, des experts européens viennent, c'est eux-mêmes qui prennent en charge tous les financements et même les déplacements de nos responsables sécuritaires. On n'est pas capable souvent de payer les billets d'avion, c'est assez compliqué. Alors donc on va tirer vers la fin, hein. Nous avons 5 minutes et on va consacrer ces 5 minutes à la couverture de cette attaque-là. Djihadiste le vendredi 15
janvier dernier. Alors, il y a eu beaucoup de réactions de la part des internautes par rapport, j'allais dire, au silence entre griffes de la RTB qui n'a pas couvert, je ne dirais pas l'événement, mais l'attaque comme prévu. On n'a pas fait une édition spéciale, mais beaucoup n'avaient pas l'information également que l'édition spéciale là, qui avait commencé aux environs de 22h15 sur la RTB a été interrompue par des éléments de sécurité qui sont entrés dans les studios pour dire d'arrêter l'émission sous les ordres de leur hiérarchie. Alors, comment, en tant que journaliste, vous réagissez à cette situation? Oui, Ismaël. Je pensais que le plus rien ne sera comme avant était une réalité, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait des incursions, encore des fois, de sécurité dans le travail des journalistes. Ce que moi, je constate dans cette affaire, c'est que il y a eu quand même... c'est un précédent très dangereux. Vous avez une télévision nationale qui s'est battue pour avoir des images, qui commence à diffuser, et on vient interrompre. Et ce sont ces mêmes images qui se tournent sur des médias internationaux. Et plus qui plus est, moi je m'attendais à ce que la première autorité qui va réagir par rapport à cette affaire soit le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité intérieure. Mais je vois que le ministre des Affaires étrangères s'est érigé en correspondant pour les médias internationaux. Et c'est au moment où il doit s'adresser même à la presse nationale, ce n'était pas le cas. Mais je trouve qu'il y avait sérieusement un problème à ce niveau. On peut en vouloir à nos confrères, on peut dire tout ce qu'on veut. Mais je trouve qu'aujourd'hui, les journalistes, leur travail, c'est d'aller chercher l'information. Les gens se sont battus pour chercher l'information. Ce n'est pas normal qu'on s'immisce encore dans le traitement des informations. Aujourd'hui, le gouvernement de la je voulais parler de transition, le gouvernement actuel doit se ressaisir sur la question. Il faut qu'on arrive à coordonner l'action gouvernementale parce qu'au moment où, à l'interne, le ministre de l'administration territoriale essaie de donner les vraies informations, vous avez le ministre des Affaires étrangères qui dit d'autres choses à l'antenne sur des médias internationaux. J'étais totalement perdu. Pour un début, je pense que quand même il y a des choses très regrettables qui sont produites qu'il faut quand même ne plus répéter. D'accord. Oui, une réaction. Oui. Pour un début, je crois que la plupart des membres du gouvernement ne donnent pas vraiment des gages. Bon, du moins même le régime. Parce que, à part, en plus de cet épisode malheureux qui est arrivé à la RTB, vous voyez aussi, on envoie aussi un communiqué, un parti politique envoie un communiqué pour le faire lire entièrement sur une chaîne publique. Je pense que ça aussi, c'est un problème. Il faut peut-être laisser la RTB vraiment dans son autonomie de travail. On ne peut pas... J'ai aussi vu le passage du nouveau ministre de la Communication qui m'effraie sur l'avenir de la RTB. Donc, je pense qu'il est temps, c'est pas encore tard, de mettre la balle à terre pour laisser vraiment les médias, qu'ils soient publics ou privés, travailler de façon autonome. Voilà. Bon, moi, je ne sais pas. Je pense que, bon, beaucoup l'ont souligné bien avant moi, il faut déplorer la situation. Et c'est là où je dis, le gouvernement nouvellement élu, il a du pain sur la planche. Sur le plan de la communication, franchement, il y a eu beaucoup de ratés dans cette affaire-là. Et il faut rattraper la chose au plus vite. À commencer par le discours du président lui-même, comme je le disais tantôt. Dès les premiers moments, lui-même ou quelqu'un du gouvernement pour rassurer la population. Il ne faut pas laisser la population à la merci des réseaux sociaux. On sait de quoi c'est capable. Mais pendant plus de 24 heures, les gens étaient là. C'est quoi l'information officielle? On ne sait pas. Qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas. Il fallait penser à cela d'abord, communiquer pour rassurer la population. C'est l'ambassade de la France qui a dit aux gens, qui a été le premier à parler de l'attaque terroriste. Pendant que pas normal, c'est pas normal, il y a un problème, il faut communiquer. Il faut communiquer, il y a un problème. Le deuxième élément, bon, je ne vais pas entrer dans cette guerre au sein de la télévision nationale, mais quand même que des militaires soient venus ici, qu'ils aient interrompu les programmes. C'était pas des militaires, c'était la sécurité. La sécurité, ok. La sécurité de la télé. Est-ce que les autorités ont été saisies? Qu'est-ce que les autorités ont dit? Il y avait un constat qui était là, c'est que la télévision ne fonctionnait pas normalement. Et si personne n'a dit mot, la personne était peut-être consentante. Oui, pour terminer, oui. Vous m'excusez de ne pas être d'accord avec les confrères de la RTB. Je le dis tout net. Moi, si j'étais rédacteur en chef, j'allais demander à ces policiers-là de qui vient l'ordre d'arrêter l'émission. S'ils ne sont pas capables. Ça vient de leur hiérarchie. La hiérarchie, là, il y a des gens, il y a un nom. Il y a un responsable. Moi, je voudrais bien savoir c'est qui et parler à cette personne avant d'obtempérer. Et je dirais ici, la liberté, là, ça s'acquiert, ça ne se donne pas. Mais, quoique je suis d'accord, hein, je suis d'accord qu'on ne peut pas arrêter des émissions comme ça. Mais je pense que là où c'est intéressant dans tout cela, c'est que désormais,
nous devons savoir, nous, la presse, nous devons savoir que le droit à l'information, c'est quelque chose de très important. En fait, les Burkinabés ont voulu dire à la RTB, à tous les journalistes, qui ne veulent pas recevoir l'information de France 24, ou de France 2 ou d'une chaîne étrangère. Parce qu'ils savent qu'il y a toujours des informations erronées qui sont diffusées. Et si nos autorités Oui, non, je n'ai pas... Non, oui, mais je communique là-bas pendant que nous essayons également la chaîne nationale de couvrir l'événement qu'il faut et que nous sommes empêchés sans pour autant avoir cette capacité d'arrêter pour les chaînes privées qui ont continué d'ailleurs. Si je prends le cas de Omega qui a fait une édition spéciale toute la nuit, Burkina... c'est ça, Burkina est-ce que qui a également jusqu'à toutes les chaînes, sauf la RTB, ça pose quand même un problème. Ça pose un problème. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais je veux dire que, dites-vous bien, que nous sommes dans un contexte où il faut se battre pour donner l'information. Et c'est ce que les Burkinabés ont voulu dire. Mais est-ce qu'on vous a mis, est-ce qu'il y avait des pistolets sur vos tempes pour empêcher... Aussi bien au sein de la télévision nationale qu'au niveau du gouvernement, celui-là qui avait ce pouvoir de décision et qui n'a rien fait était consentant. Il était consentant forcément. Moi, c'est la conclusion que je tire. Mais maintenant, pourquoi est-ce que ça a été fait ainsi? Mais je veux dire, là où c'est intéressant, vous voyez, le ministre de la Communication a été obligé de s'expliquer par rapport à ça. A posteriori. Oui, que ce soit a posteriori, je pense que là où c'est intéressant, c'est qu'il y a et aujourd'hui, la redevabilité va être un élément capital dans la gouvernance. Et ça, c'est déjà quelque chose qui est très important. Moi, je dirais que désormais, il faut que la presse, qu'elle soit publique ou privée, là, puisse se dire, nous avons un devoir. Nous devons informer le public, nous devons donner l'information pour que nos téléspectateurs, nos lecteurs ne soient pas obligés de se... Oui, mais à l'endroit de nos autorités, je dirais qu'il faut, quand vous regardez la situation, il y a eu des flottements dans la gestion de la communication. Mais je pense que cette crise, il faut qu'on puisse aussi tirer des leçons pour que, et quand on contacte un ministre au plan national, on puisse effectivement l'avoir pour qu'il puisse parler. Mais non, juste un mot pour dire, parfait. Je suis tout à fait d'accord sur un point, le fait qu'ils doivent tirer les leçons de l'échec communicationnel dans la gestion de cette crise. C'est un fait. Aujourd'hui, ils doivent se corriger à partir de maintenant pour qu'à l'avenir, on ne souhaite pas que de telles situations se produisent, mais qu'on puisse se corriger pour l'avenir. Ils ont mis jusqu'à 3 jeux communicateurs dans le gouvernement. Non. D'accord. Alors, nous sommes à la fin de cette émission. Il est 12 heures passées de 3 minutes. Le débat est intéressant, mais nous sommes bien obligés d'arrêter parce que nous sommes arrivés au terme de l'émission depuis 3 minutes. Merci à vous qui nous avez suivis sur ce plateau. J'étais en compagnie d'Ismaël Ouedraogo de Ouaga FM, de Samuel Somda, du journal en ligne Le Faso.net, d'Idrissa Traoré, de l'hebdomadaire L'Opinion et de Parfait Silga du quotidien Notre Temps. Merci à vous qui nous avez suivis et passez un très bon dimanche. Merci à tous.